Bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Paul. Bonjour Azine. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter avant de démarrer. Non plus, je vois plus les participants. On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à tous à notre premier café numérique. Donc, je me présente, je suis Azeline Martineau, je suis consultante manager chez Isis et je vais laisser, on va faire un petit tour de table que vous puissiez avoir la vue des intervenants du jour. Je prends le relais en tant qu'alter ego d'Azeline, manager chez Isis, beaucoup plus concentré sur les aspects matériels et réglementaires. Bonjour à tous, je suis Paul Maître, associé cofondateur d'Isis. Et je suis ravi d'accueillir tout ce monde-là pour cet nouveau format qu'Azine va vous présenter. Je vois pas mal de noms que je connais, donc j'espère que vous allez tous participer à la discussion et à ce débat matinal. Merci Paul. Du coup, comme on disait, donc café numérique, on est parti sur l'idée d'un atelier de co-construction avec une partie, vous verrez une partie où on fait toute la partie décryptage de la stratégie 2023-2027 et ensuite une partie un peu plus interactive, un peu plus participative où on espère que vous pourrez participer également, soit via le chat, soit prendre la parole pour pouvoir brainstormer avec nous. Je vous ai mis dans le chat d'ores et déjà la problématique, que vous puissiez commencer à y réfléchir. Et je vous propose que l'on commence tout de suite. Tout d'abord, un petit peu de rappel. Donc, la stratégie numérique 2023-2027 a pour, je dirais, thématique de mettre le numérique au service de la santé. Sur la stratégie précédente, on était sur une accélération du numérique en santé. Maintenant, on est vraiment sur le passé dans l'idée de mettre le numérique au service de la santé. Je vous ai mis des petits rappels sur les différentes articulations, donc entre la stratégie qui est vraiment la ligne directrice, la vision globale, la feuille de route en santé que l'on va décrypter, qui pour le coup est le plan opérationnel avec les différentes étapes, les différents acteurs et avec des actions vraiment concrètes sur les prochaines années. Donc là, sur les 2 prochaines années. Et vous avez la doctrine du numérique, qui est le cadre technique et réglementaire, avec l'ensemble des règles à respecter, qui se focalise sur la sécurité, l'interopérabilité et l'éthique, qui s'adresse principalement aux éditeurs pour pouvoir mettre, je dirais, le cadre opposable et pouvoir permettre une bonne articulation des différentes actions. Et avec tout ça, on a également un certain nombre de plans de financement que je pense vous connaissez, notamment le Ségur du numérique, le plan Innovation 2030, toute la partie financement autour de la stratégie d'accélération du numérique en santé,
qui est tous ces plans ont été renouvelés au regard des différentes initiatives pour les prochaines années. Un petit mot en complément, Asline, peut-être, j'en profite. L'un des intérêts de la session, on focus sur un des thèmes, là, on l'a dit, autour de la prise en charge. Ça nous intéresse d'avoir dans l'échange ultérieurement ou là pendant en live vos retours sur la maîtrise ou la connaissance que vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Enfin, normalement, quand on est du côté soit des établissements, des soignants ou des industriels ou alors d'acteurs de type tutelle ou contributeurs de projets comme les grades, on navigue dans tout ça. Maintenant, c'est un package assez complexe. Il y a le niveau stratégie, feuille de route, des éléments de la doctrine, tous ces différents plans là qu'a cité Asline. Et c'est tout ça qui on doit être capable, quand on est dans la e-santé numérique en santé, d'entre guillemets, de jouer avec tous ces éléments qui tombent du national. C'est l'idée de lancer ces ateliers décryptage. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir au passage vos avis sur à quel point vous savez les appréhender et vous les avez, genre c'est une évidence ou au contraire, ça reste quelque chose de très touffu à décrypter. Et comme nous, c'est quelque chose qu'on rencontre en quotidien dans nos accompagnements, le besoin de s'appuyer sur ces éléments nationaux, mais si possible sans avoir à décortiquer avec chaque client et chaque projet des centaines de pages, et plutôt d'aller comment je vais chercher à chaque fois la substantifique moelle de ce qui est utile pour mener à bien ce que j'ai à faire. C'est intéressant d'avoir vos retours aussi sur la façon dont vous le prenez en compte. Vas-y, Asline, pardon. Oui, alors là, ça va être plus à moi en fait. Comme j'ai dit, Asline et moi, on est un peu des alter ego. On continue un peu sur les évolutions. On était parti d'une maison. Alors c'est pas la maison d'origine qui était encore la vision de l'État plateforme. La maison d'origine d'Olivier Pont pour ceux qui l'ont connu, qui s'est petit à petit étoffé. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que cette année, il y a une vision qui commence à évoluer. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière, on parlait beaucoup de vision d'État plateforme, où grosso modo, l'idée, c'était on va vous fournir les services de base, et si vous voulez vous développer, si vous voulez construire un projet, vous allez devoir commencer à creuser justement sur ces aspects de connexion avec les services que nous vous proposons. Donc, on vous fournit les données, on vous fournit les moyens d'accès à la donnée, on vous fournit quelques règles à respecter, et vous appuyez sur nous et vous commencez à vous développer. Ce que je remarque et ce que nous remarquons en fait tous avec la nouvelle stratégie, c'est déjà, on remarque que ça s'est épaissi. On est passé sur beaucoup plus de tranches. Donc ça, c'est le constat visuel. Mais en lisant un peu plus attentivement, on se rend compte que la notion d'État plateforme commence petit à petit à disparaître et on commence à parler de cadre propice. Notre interprétation, c'est de se dire que finalement, l'État aujourd'hui a lancé pas mal de projets, on aura l'occasion d'en reparler, qui n'ont pas forcément donné les résultats qu'on aurait pu attendre. Et globalement, il y a peut-être une vision un peu plus modeste de l'État qui est de dire, finalement, comme dans l'urbanisme, puisque c'est l'image qui avait été prise au départ, c'est de se dire, on va peut-être pas se mettre à chaque fois en avant pour dire appuyez-vous sur nous, mais on va vous définir un cadre propice. Et le mot est intéressant, c'est-à-dire que on passe finalement sur une logique de proposez-nous quelque chose et on va vous faire un cadre qui va vous permettre de vous lancer et de développer ce dont vous avez besoin. Donc on est sur une vision beaucoup moins dirigiste, mais qui reste quand même très encadrée puisqu'on garde la notion de cadre. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des services qui sont disponibles, même s'ils sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ténus et en tout cas beaucoup plus spécialisés sur l'idée de avancer, et on vous dira quels sont on vous donnera les autorisations sur ce que vous pouvez faire. Autorisation qui se traduit aussi bien par une réglementation que aussi par des financements. Ça aussi, c'est l'autre dimension qui me semble assez intéressante. Vous voulez, je sais pas, que je rentre peut-être plus dans le détail, ou parce que l'idée,
Si vous avez aussi des interventions, n'hésitez pas, il y a moyen de vous faire monter sur scène. N'hésitez pas à nous demander la parole et on pourra aussi la distribuer avec un grand plaisir. L'idée, c'est pas d'être forcément nous savons et on va vous apprendre. Je pense qu'il y a suffisamment de professionnels, il y a quelques noms que je reconnais d'ailleurs dans la salle pour que vous puissiez aussi avoir votre avis et votre participation. Merci Olivier. On a posé un peu le socle. Vous allez voir, on va passer un peu sur les grandes idées. Et ensuite, on ira directement sur la partie plus échange et décryptage. Donc, si on se focalise sur la doctrine 2025, ce qu'on voit là, cette doctrine, elle est actuellement en concertation, mais de toute façon, ils ont prévu de faire une concertation, je dirais, un peu sur la durée, avec des actualisations successives de la doctrine en ligne. Donc, il est plus réellement prévu que la doctrine soit figée comme ça a pu être au préalable. Donc là, on a quelque chose qui va être actualisé en ligne. Si on regarde très rapidement la différence avec la précédente doctrine, on a un socle qui était principalement fait de recommandations, donc sur l'interopérabilité notamment, où il y avait quand même beaucoup de pincettes sur les normes et les normes d'interopérabilité qui devaient être utilisées par les éditeurs. Là, on passe vraiment sur des obligations, donc avec des sanctions qui sont attendues sur toute la partie interop, toute la partie cybersécurité. Ils annoncent quand même la mise en place de sanctions, pardon. Il y a toute une partie d'obligations, comme je vous ai dit, sur l'authentification, sur l'accès au dossier, etc. Donc, pour le coup, on passe de beaucoup de recommandations d'un socle qui pour le coup pouvait être adopté ou non, à vraiment une vraie doctrine pour le coup qui sera opposable, même si elle est encore en concertation. On a quand même de gros piliers qui sont dans la feuille de route et qui sont annoncés comme imposés et obligatoires, en tout cas à court, moyen ou long terme. Ensuite, très rapidement, donc sur la feuille de route, je vais passer très vite sur les piliers parce qu'on va pouvoir les détailler derrière. La feuille de route se concentre sur 4 piliers: toute la partie prévention, la partie prise en charge, accès à la santé et le cadre, ce qu'ils appellent le cadre propice, de toute la partie socle d'interopérabilité, accès à la donnée. Et derrière, ils ont rattaché ces piliers à de grands plans de financement, de grands appels à projets pour pouvoir amorcer, je dirais, d'autant plus les projets en lien avec ces différents axes. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Paul, je te laisse la parole sur la prévention. Oui, alors pour prendre du coup chacune des briques de la stratégie, enfin en tout cas de la feuille de route, sur le sujet prévention, donc il est mis en numéro 1, c'est pas neutre déjà. On sait bien que la volonté, c'est de faire en sorte que le système de santé évolue, change de paradigme, passe du curatif au préventif. Enfin, je pense qu'on a tous entendu ces poncifs depuis un certain temps. En l'occurrence, quand même, force est de constater que l'idée, c'est justement que tous ces documents cadres, plus ou moins contraignants, qui affichent plus ou moins une cible, ils tendent quand même à aller vers ce modèle où on a besoin, et j'allais dire le système en a besoin pour survivre, d'être capable d'aller vers plus de prévention. Et forcément, au moment où on digitalise toute la santé, ça doit se faire avec du digital dedans. Donc, la feuille de route est assez claire, elle est bien organisée comme toutes les feuilles de route d'État, avec des priorités qui se déclinent en objectifs. On ne va pas regarder les 5 priorités, 20 objectifs là, mais ce qui est important à retenir pour les acteurs qui s'y intéressent et qui veulent en être, c'est qu'on a bien cette volonté vers aller vers plus de prévention. En 2025, on peut quand même mettre en avant des grands thèmes.
La santé mentale, on sait que c'est là une grande cause nationale, donc forcément, ça peut stimuler de faire des projets sur ce champ, d'attirer des financements de projets sur ce champ et d'attirer de l'intérêt d'institutions, d'acteurs privés et publics. Il y a le focus est mis dessus, et puis c'est le principe des causes d'État ou des causes annuelles, donc ça peut faire avancer les choses. Et donc, opportunité d'aller travailler sur la santé mentale. La perte d'autonomie, le bien vieillir n'est pas un thème spécifique de cette année, il est là depuis un certain temps, mais il est toujours présent et très important, et c'est aussi un des grands thèmes de prévention phare sur lequel il est possible de trouver des choses à faire avec des sponsors et des financements, etc. Il n'y a pas que cela, évidemment, mais c'est deux grands défis importants et qui peuvent être mis en avant pour cette année. Autre point important dans la stratégie d'État, c'est de mettre en avant et d'utiliser quand même les actifs qui ont été fabriqués ces dernières années. Mon espace santé, l'idée, c'est d'être vraiment la contribution de l'État, la contribution numérique de l'État à aller vers plus de prévention, c'est-à-dire je mets en place cet espace santé pour les citoyens qui, au-delà d'être le carnet de santé, va pouvoir être le point d'ancrage de cette politique vers plus en plus de prévention. Orienter les gens vers les campagnes de prévention, vers ces fameuses étapes à certains âges où on va prescrire de plus en plus des examens, et puis aussi en faire un point d'entrée vers tout un tas de dispositifs numériques qui peuvent être des applications ou des solutions qui facilitent la prévention. Donc clairement, l'État, à travers ces documents-là de stratégie, de doctrine et autres, il pose un asset fondamental qui est mon espace santé en disant c'est ça ma base, mon point d'ancrage pour tout ce qui est politique de prévention et sur lesquels les citoyens vont pouvoir venir chercher des choses. Après, le cadre, et c'est tout l'intérêt de rentrer un peu dans cette doctrine, et c'est un peu ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, l'État donne un cadre, sous-entendu, dans le cadre, on peut y placer des projets, des applications, des offres, des solutions qui vont venir, sous réserve de respecter les grands principes, pouvoir apporter et proposer des choses et innover. Donc, ce qui laisse quand même des espaces pour faire. Ces espaces pour faire, il faut de l'argent. Alors, il y a toujours le sujet de trouver les bons modèles économiques, mais sans que ça soit le débat d'aujourd'hui, et puis on pourra en faire un là-dessus une autre fois. Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table, c'est des financements, et notamment des programmes, et avec des appels à projets qui sont aujourd'hui non négligeables. Il y en a un qui est sur la prévention, grand appel à projet, challenge prévention en ce moment, et puis les thèmes, les grands défis, qui sont aussi des appels à projet, soit santé sur la santé mentale ou en approche sur la perte d'autonomie. Autre point important, mais la prévention, c'est pas juste un truc qu'on rajoute devant le soin et puis qui vit sa vie tout seul. L'idée, c'est d'aller quand même de manière intégrative, d'avoir et la prévention et le curatif et le post-curatif et le domicile, tout ça dans un tout cohérent. Et il y a le paradigme de la santé populationnelle qui fait aussi partie de ce que veut développer l'État. On le lit à travers la stratégie. C'est une façon d'exprimer, j'allais dire, avec deux mots, ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire une approche préventive et curative, plus adaptée à chaque population et à chaque territoire, avec cette idée sur un territoire, je dois être capable de stratifier, de découper ma population et de trouver justement les bonnes actions, avant toute prévention, puis après de prise en charge coordonnée pour mon territoire. Ces concepts sont intéressants parce qu'évidemment, on ne peut les mettre en œuvre correctement qu'en s'appuyant sur le numérique. Et donc là aussi, ça donne des opportunités pour tous les acteurs là autour de la table d'aller s'inscrire dans ces cibles-là. Donc sur la prévention, donc à retenir, il y a des grands sujets cette année sur lesquels il y a matière à développer, hein, santé mentale et autonomie en premier, même s'il n'y a pas que cela, mais si on doit en choisir deux, c'est cela. Intégrer mon espace santé dans tous ces projets pour au moins dire, évidemment, je suis capable d'aller me brancher à mon espace santé, ou je m'appuie dessus pour faire mes actions de prévention, et ça fait partie des éléments cadres intangibles sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer et jouer avec. Et puis, avoir l'œil sur ces appels à projets, qui peuvent être des bons vecteurs pour pousser les projets. Je vois une question sur le type de prévention, je ne détaille pas, mais en effet, il faut avoir en tête qu'on a prévention primaire, secondaire et tertiaire, et qu'il peut y avoir évidemment des choses à faire et des projets à faire sur ces
sur ces 3 dimensions. En l'occurrence, en effet, dans les thématiques là qu'on soit en santé mentale et en perte d'autonomie en particulier. Et plus on va être près j'allais dire des programmes faits en établissement ou en coordination entre professionnels, on sera vraisemblablement plus sur des sujets de prévention secondaire et tertiaire. Mais les 3 sont à prendre en compte. Et comme le dit Olivier, on aura une session, pour ceux que ça intéresse, et un débat exclusivement dédié à ces sujets de prévention courant mars. Oui, c'est ça, c'est courant mars. On va vraiment faire un focus sur la prévention, pouvoir rappeler les grandes définitions, aller vraiment sur l'explication de ce qu'est la prévention d'un point de vue santé publique et pouvoir mettre en évidence les leviers pour pouvoir vraiment toucher la prévention, pour pouvoir évaluer les dispositifs de prévention et comment se positionner de manière concrète sur ce périmètre, au-delà de la prévention, je dirais un peu intuitive, qui est d'une prévention sur un parcours déjà donné, donc qui n'est pas la définition de la prévention globale. On est vraiment sur une sous-partie. Et donc ça, on profitera justement du 12 mars pour faire venir des intervenants spécialisés et pouvoir creuser le sujet. Un petit mot, j'avais pas vu la question de Véronique là, sur le rapprochement des modèles. Et comme tu dis, Olivier, là, il n'y a pas d'études comparatives. Enfin, ce qu'on sait, puis ça a été mentionné même là pendant les grandes tendances e-santé, là, dans les tables rondes du matin, il y a quelques jours. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même une convergence des grands fondamentaux des modèles entre les pays européens qui légitiment de plus en plus des projets européens, que ce soit sur la donnée et tous ces grands principes de prise en charge qu'on trouve quand même en développement à des stades plus ou moins avancés, avec des différences, mais il y a quand même une tendance à ce que les modèles, en tout cas européens, se rapprochent. Là où on était encore il y a quelques années à se dire la santé, c'est spécifique pays par pays, il n'y a pas de... c'est hyper étanche. Force est de constater que cette approche est territoriale, et numérique, et usage de la data, et de type populationnel, est quand même... et d'utilisation du numérique dans la télémédecine, rencontre un écho dans tous nos pays voisins et tend à converger, ce qui est plutôt intéressant et donne de plus en plus des sources d'inspiration et vraisemblablement de synergie. J'embraye rapidement sur l'Allemagne parce que c'est vrai que j'ai fait une réponse assez rapide. C'est vrai qu'il y a une convergence sur la stratégie globale entre l'Allemagne et la France, parce qu'il y a tout simplement sur le dossier médical numérique, la téléconsultation et le remboursement des solutions numériques, il y a une convergence. Il y a aussi une convergence du fait qu'il y a beaucoup de soins transfrontaliers. Mais ça joue aussi avec la Belgique, par exemple. Donc, des malades qui passent d'un côté à l'autre selon leurs besoins et selon les spécialités, ça joue et ça renforce en fait cet aspect d'essayer de trouver une stratégie commune européenne, même si le dossier médical européen, il n'est pas pour demain ni même après-demain. Aujourd'hui, c'est une véritable volonté qui est inscrite, mais suffisamment loin dans le temps pour que ce soit pas tellement signifiant aujourd'hui. Il reste toujours cet aspect que l'Allemagne aujourd'hui a une réglementation qui est beaucoup plus, alors selon les points de vue, on peut dire plus avancée ou plus permissive, qui leur permet surtout de rembourser beaucoup mieux les solutions numériques. Donc ça c'est tout ce qui est autour du DIGA. La France, par contre, essaye et ça c'est notre vision vraiment architecturale de notre système de santé, d'avoir une vision qui mise beaucoup sur l'interopérabilité, sur la modernisation des outils pour les professionnels, c'est-à-dire on est toujours sur ce cadre propice, sur cette vision très urbanistique du numérique en santé. Donc après, clairement, on peut se demander si la France va pas petit à petit s'inspirer du modèle DIGA pour accélérer le remboursement des solutions numériques. C'est une possibilité. Aujourd'hui, on est un peu dans un marais budgétaire, donc c'est difficile de savoir quelles vont être les tendances avec la situation actuelle. Mais il y a quand même une tendance de fond et ça renforce encore les aspects de prévention. C'est que clairement, le numérique, en termes d'apprentissage de la connaissance, je pense qu'on a eu si vous avez assisté un peu
à toutes les conférences autour de la journée du cancer, on est passé sur des critères de plus en plus précis, et maintenant on commence à voir émerger la notion en termes de prévention du cancer, de prévention personnalisée. Or ça, clairement aujourd'hui, il n'y a que le numérique qui nous permet de descendre de manière aussi fine, en sécurisant l'intimité des personnes. Là, on parle pas de patients, on est en vision de prévention, donc on est vraiment plus sur la détection, et donc essayer de personnaliser la détection au mieux. Et là, il n'y a que le numérique qui nous permettra de descendre de manière aussi fine. Okay. J'ai vu la question par rapport au nombre d'utilisateurs sur mon espace santé. A priori, il y aurait environ 600 000 personnes qui utilisent activement la solution, d'après les chiffres de l'État, et 5 millions, je crois, d'usagers sur l'application qui l'utilisent de manière active également. Voilà, après, c'est toujours, comme dit Paul, pardon, dans les commentaires, des chiffres forcément flatteurs, parce que c'est rarement rapporté au nombre de personnes totales, mais voilà, il y a quand même une augmentation, je dirais, dans la dynamique et dans les usages. De toute façon, la logique a été de se dire, on ouvre pour tout le monde et on va pas inciter de plus en plus d'applications à s'appuyer dessus. Donc là, c'est encore la logique de l'État plateforme. Si je reviens à mon slide de tout à l'heure, et donc c'est par l'usage et par l'intérêt que les personnes vont se mettre à utiliser mon espace santé. Je pense que sui generis, mon espace santé intéresse finalement très peu de gens. Comme le carnet de santé, c'est le truc qu'on emmenait avec soi sans trop le lire. On le donnait au médecin, puis on regardait si tout était bien. Mon espace santé a un peu repris cette logique-là au début, mais maintenant, on peut se poser la question de savoir justement si on va pas avoir de plus en plus d'applications qui vont s'appuyer dessus et qui vont définir de nouveaux usages, et ces usages vont faire que ça va être utilisé. De toute manière, la logique est toujours la même. On va pas à un lieu où on n'a pas intérêt à aller. Dans le chat, j'ai vu que Erwan Salcamille, oui, bien regarder les FAQ de l'AAP, notamment l'éligibilité, donc sur les AAP de BPI, là, les AAP prévention. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal, je vois qu'il est en train d'écrire, il y a quand même pas mal de sujets parce qu'ils sont très larges et en même temps très restrictifs. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les différents AAP, on a quelque chose qui est quand même assez ouvert et peu cadré, et en même temps très restrictif sur la capacité à répondre et sur le dispositif à mettre en place. Oui, c'est toujours un peu... Alors, et oui. Notamment pour financement et taux d'intervention. Oui, voilà. Je vous propose qu'on avance par rapport à la prévention. On aura l'occasion de pousser un peu plus ce sujet le 12 mars, avec notamment justement des temps sur les différents appels à projets en cours. Ensuite, donc le deuxième levier, c'est le sujet donc de la discussion qu'on aura tout à l'heure, avec une promesse qui est de redonner du temps aux professionnels de santé et d'améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique. Il y a quand même pas mal de convictions derrière et un objectif quand même d'améliorer l'intégration et l'ergonomie des outils. On sait qu'actuellement, il y a quand même un gap par rapport à la réalité. Avec le Ségur du numérique, pas mal quand même d'initiatives pour pouvoir faire changer les choses, mais beaucoup de mise en contrainte des éditeurs par rapport à des montées de version qui doivent se faire de plus en plus rapidement, et derrière pas forcément d'accompagnement des structures pour pouvoir suivre ces montées de version, pouvoir s'assurer que les outils sont parfaitement déployés. Et quand même, encore beaucoup de biais et par rapport à l'ergonomie des outils, où on a une multiplicité des outils. Ils ont fait une cartographie
des différents outils pour pouvoir simplifier, comme ils disent, la compréhension pour les différents acteurs. Et on a un fichier PDF à l'heure du numérique qui n'est absolument pas intuitif, avec je ne sais pas combien de pages. Et je vous ai mis juste la petite image de la carto. Qui n'est absolument pas simple, qui n'est absolument pas intuitive, et derrière qui tente d'expliquer l'intégration de ces différents outils dans le système de soins. Donc on voit qu'il y a quand même encore un gap par rapport à la réalité. On a le sujet sur les outils de coordination et les différents besoins, où on sait maintenant que toute la partie parcours et e-parcours va continuer d'être maintenue, avec déjà l'année dernière un Ségur du parcours, et toute une envie de continuer vers ces socles de e-parcours. Donc pas mal de discussions, à savoir est-ce que ces outils vont continuer tels quels, avec des mastodontes qui a priori ne répondent pas aux besoins terrain et qui ont encore du mal à être justement ergonomiques, intégrés et efficaces. Et derrière, l'une des choses qui pointe du doigt, c'est former les professionnels de santé pour faciliter l'adoption. Et là encore, on sait qu'il y a pas mal de sujets par rapport à ça, parce que former les professionnels de santé, alors qu'ils ont déjà pas beaucoup de temps à accorder à la santé, à leur métier. Donc il y a quand même pas mal de problématiques par rapport à ça. Comment intégrer le numérique dans la formation des professionnels de santé plutôt que de former les professionnels de santé. Je pense qu'il y a tout un sujet par rapport à ça, où positionner la formation et savoir la positionner au bon moment, parce que du coup, si leur objectif c'est de former les professionnels de santé, je pense que c'est trop tard. Et surtout, lorsqu'on est sur le terrain, on se rend compte que la plupart des professionnels de santé, ils mettent quand même du leur, ne sont pas totalement déconnectés de la réalité numérique, au contraire. Et on a quand même cette différence par rapport à l'outillage qu'ils essayent de mettre en place, avec du coup, je pense, un questionnement sur, comme je disais, ce positionnement, former les futurs professionnels de santé pour pouvoir l'intégrer dans leur cursus de manière plus fluide, plutôt que d'essayer de rattraper les pots cassés par la suite. Mais on pourra échanger sur la discussion tout à l'heure. Bon, donc après on va parler des accès à la santé, l'améliorer l'accès à la santé pour les personnes et les professionnels qui les orientent. Bon, l'usage de la télésanté, ça devient un peu la tarte à la crème pour essayer de justifier les déserts médicaux, sachant que pour mettre en place des infrastructures de santé. Donc, quand je dis infrastructure de santé, par exemple au niveau communal, c'est avoir une maison de santé, avoir des professionnels qui acceptent de s'installer. Donc tout ça, c'est malheureusement dans un cadre budgétaire qui est de plus en plus contraint, de plus en plus difficile. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'essayer de développer de plus en plus l'usage de la télésanté, ce qui pose d'autres problèmes pour en termes de régulation et en termes d'éthique. En termes de régulation, on a vu ce que ça peut donner sur des problématiques de solidité financière et de modèle économique non viable, de laisser brutalement des cabines qui n'ont plus d'opérateurs, même s'il y a une tendance pour essayer de récupérer ces cabines pour continuer à assurer le service. Je reste quand même sur l'idée que la santé reste un service public. Ça veut dire qu'il doit être, on a une obligation de maintenir une continuité. Après, les options éthiques sont aussi des options qui sont particulièrement sensibles sur ce type de sujet, à la fois sur être capable d'apporter le meilleur soin aux patients, mais aussi ne pas passer sur un mode de consommation. Alors, c'est des grands mots, mais concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, sur la partie des arrêts de travail, la problématique, c'est d'avoir une possibilité pour n'importe qui décide de ne pas aller au travail. On soit clair,
Ça n'est pas la majorité des arrêts de travail. Mais sur les arrêts de travail, lorsque ça arrive, ça pose un problème sur le contrat social que des personnes utilisent ce système-là pour pouvoir bénéficier d'un avantage indu, puisque ça met quelque part l'ensemble de la collectivité à rétribuer des personnes qui décident de ne pas jouer le jeu. Donc ces aspects éthiques restent aussi très forts. Outre le besoin, parce que les soignants sont quand même des personnes qui, en majorité, sont quand même des personnes qui sont dans l'empathie, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, c'est la communication en télésanté reste quand même une communication qui est froide, c'est-à-dire sur lequel le lien à l'autre est quand même très très ténu, enfin plus ténu que lorsque on rencontre la personne et en physique. Même si en quelques minutes, c'est un peu difficile de maintenir les choses. Je vais essayer de pas trop déborder. Bon, il y a le sujet du ROR avec les aspects d'alimentation du ROR national, sachant qu'aujourd'hui c'est un point qui reste quand même très très problématique. L'idée de faire un ROR national, déjà au niveau régional, c'est difficile de l'alimenter. Les règles d'alimentation sont d'ailleurs pas très bien établies. Donc le faire au niveau national, des gros doutes pour pouvoir arriver. Déploiement de l'application carte vitale, donc là aussi quelque chose qui va être quand même beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour équiper les personnes en carte vitale. Essayer de faire un changement de carte vitale, vous verrez, c'est un peu problématique. L'usage de l'INS, ce qui a été très conditionné par pour les aspects financement, mais qui reste quand même encore un point qui est amélioré, on va dire, avec derrière la sécurisation de l'ensemble. Et ensuite, promouvoir et articuler entre les plateformes numériques de régulation médicale et de prise en charge urgente. Ça reste aussi tous les aspects donc d'interopérabilité et d'articulation, mais en particulier sur cet aspect-là, ça reste quand même un point particulièrement important. Il y a une petite question, j'en profite, c'est Maïna Ansel qui demande si des propositions spécifiques ont été proposées pour lutter contre les déserts médicaux, par exemple la mise en place de téléconsultations. Et oui, il y a des initiatives, il y a des appels à projets plutôt régionaux, territoriaux, qui ont été mis en place dans les différentes régions pour justement pouvoir subventionner ces dispositifs entre de grands centres et des lieux justement de déserts médicaux à proximité pour pouvoir faciliter la téléconsultation, la téléexpertise entre les différents acteurs et derrière rémunérer les professionnels de santé pour que le dispositif puisse être pérenne. En complément, il existe des expérimentations aussi avec des dispositifs mobiles type camion qu'embarque le médicobus de télésanté pour faire de l'aller vers. Il y a aussi, au-delà du pur 100% numérique, des réflexions sur l'organisation tout simplement des soins primaires pour pouvoir aller vers ces déserts médicaux par des équipes soignantes tournantes, appel à bénévolat de certains médecins. Donc, il y a le numérique fait partie des solutions à mobiliser et il existe selon les territoires plusieurs formes de projets avec du numérique dedans pour répondre à cette problématique et qui doit pouvoir se partager, qui se trouve, c'est soit en article 51 ou soit, comme le dit Azeline, des réponses à appel à projets de région. Aussi, les collectivités se saisissent du sujet. Ça passe plus uniquement que par ARS. C'est des villes, des départements mettent la main au portefeuille pour stimuler ce type de solution. On avance peut-être, les amis, parce que là, je vois sinon, ça va être... Oui, totalement. De toute façon, cette slide, ça va être très rapide. On l'abordera sur un prochain atelier. Donc, voilà. Sur toute la partie cadre propice, toute la partie cyber. Donc, ce sera pas le détaillé aujourd'hui. On vous enverra de toute façon les slides avec les liens utiles. Donc, vous pourrez creuser le sujet si vous ne pouvez pas participer au prochain atelier sur le sujet. Du coup, on va passer à la discussion, à l'échange. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez... entre guillemets, monter sur scène, en fait, c'est juste activer votre caméra, mais enfin la capacité, en tout cas, d'interagir avec le micro, même si vous ne mettez pas votre caméra, ça, ce n'est pas obligatoire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment
de brainstormer autour, comme je disais tout à l'heure, d'une des promesses de la feuille de route, qui est de concrètement faire gagner du temps médical. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse échanger sur cette vraie fausse promesse à court, moyen, long terme. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre chacun une casquette avec aussi votre participation. Donc avec Olivier sur la partie plutôt technique, urbanisation et réglementaire, moi avec une vue beaucoup plus terrain de par mon expertise, et Paul la vue plutôt industrielle, start-up, pour pouvoir challenger la discussion. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous voulez participer. Je vois qu'il y a un débat sur les croissants. Ouais. En parallèle. Moi, l'idée, c'est alors c'est vrai qu'on est un peu sur la première. Ah. Voilà, je vais juste me lancer parce qu'en Merci, plus je vais pas avoir beaucoup de temps. Je suis désolée, okay. Je suis Véronique Arboni. Donc moi, je vais réagir avec double casquette. Très bien. Ma casquette de l'expérience d'Eprexis, qui a été un échec puisque, comme vous le savez tous, c'était une solution allemande de thérapie numérique extrêmement solide, à la fois sur le développement clinique que sur l'efficacité. Enfin bon, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Traitant les dépressions et permettant d'amener un bénéfice à des patients atteints de dépression légère à modérée, voire même sévère, parce qu'il y avait des études faites en hospitalisation. Donc un package absolument génial, et on s'est pris le mur, alors même que le besoin est énorme et que la priorité actuellement nationale est la santé mentale. Donc là, c'est déjà première casquette. Donc ça, c'est la première expérience. Et ma deuxième expérience, médecin généraliste, j'ai toujours pratiqué en doublon de mes autres activités, qu'elles soient dans l'industrie pharmaceutique ou dans les thérapies numériques. Et aujourd'hui, je me suis lancée sur le challenge de la téléconsultation, tout en ayant une activité en présentiel. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'activité en présentiel, je suis en train de vivre un véritable calvaire en cabinet face à une absence d'interopérabilité et d'une mutation de serveurs qui nous fait une vie absolument, depuis une semaine, 10 jours, d'enfer. On ne peut pas dire mieux, enfer pour les patients qui allongent leur délai d'attente en amont au niveau de l'accueil. Donc voilà, donc ça c'est la première expérience. Donc aucune interopérabilité et un vrai calvaire. Et en parallèle, la téléconsultation, beaucoup plus fluide sur des plateformes, beaucoup plus... Donc là, on est en train de voir un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que j'ai commencé hier la téléconsultation pour voir, avec des outils connectés, c'est un vrai régal. Vous prenez la tension, vous regardez l'autoscope, vous êtes dans un confort de travail, et en parallèle, vous êtes dans un cabinet, et vous êtes dans une vie qui est... absolument cauchemardesque. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que je ne vais pas avoir le temps de rester, malheureusement, le temps est court, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de, c'est ce que je disais la semaine dernière aux grandes tendances du numérique, parfois on a sur la santé mentale beaucoup d'appels, voilà, il y a beaucoup de bruit pour rien. Les patients sont en demande, les professionnels sont en demande, et on est dans l'incapacité d'apporter des solutions. Donc voilà, c'était juste un petit, mon petit coup de gueule rapidement matinal. peut-être. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est malheureusement un constat. En fait, actuellement, on est dans une situation où on a le pire des deux mondes. C'est-à-dire que on a d'un côté la téléconsultation qui s'est construite en fait autour du numérique. On va dire c'est sui generis quasiment. Et donc qui fait qu'elle s'intègre quasiment naturellement sur tous les outils numériques tels qu'ils ont été pensés. Et c'est là la grosse limite. C'est-à-dire que tout a été pensé en fait dès le départ sur numérique. Ce monde-là, sur le numérique. Et c'est fluide. Mais par contre, on a, et c'est là où la critique peut venir, on a laissé un peu plus de côté les aspects humains. Après, ce qui va se passer, c'est que sur le côté, là où on est censé préserver l'humain, je dis censé parce que j'entends suffisamment les plaintes sur les consultations qui sont trop courtes, on n'a pas du tout pensé l'urbanisation et l'intégration des outils avec justement le reste du numérique. Ce qui fait que l'enfer que vous décrivez, ça n'est pas un coup de gueule, c'est une description. Je veux dire, c'est tellement répété que on est vraiment sur le constat qu'aujourd'hui cette intégration se fait mal.
Elle se fait Se mal, fait je mal. pense. Après, on pourra en reparler, je pense, dans les aspects cadre propice plus tard. Se fait mal. Mais parce qu'il y Là, a des choses qui ont été mal pensées dès le départ. Et là, là, je suis dans du libéral, enfin dans du libéral, dans Ouais. un centre médical existant. Mmh. Je sais, pour en avoir parlé aux hospitaliers, que ce que je vis, c'est peut-être encore x10. Ouais. D'accord? Donc aujourd'hui, on avait vu pendant la pandémie l'impact très négatif de la surcharge auprès des professionnels de santé. On se retrouve aujourd'hui à des centres de santé qui sont vides, c'est-à-dire ils se vident. Donc là, la problématique, c'est on dit donnons du temps médical aux médecins, mais en réalité, on leur diminue le temps médical avec une espèce de système qui devient... voilà. Donc là, il y a véritablement, je pense, besoin d'avoir des acteurs qui comprennent ce qu'est le métier. D'accord? Je pense qu'on a un gros problème, c'est qu'on a des théoriciens qui sont extrêmement loin de la réalité pratique, qui donnent des guides. Et on l'a vu, ce que vous avez expliqué dans Ouais. l'évolution, c'est qu'ils se sont pris eux-mêmes des murs, des plâtres. On a fait des appels, ça fait 4 ans maintenant qu'on entend parler de choses qui n'aboutissent à rien. Et donc, à un moment donné, la nature ayant l'horreur du vide, il y a des tas de choses qui se créent. Donc voilà, je fais juste ce point, je vais vous quitter, je suis désolée. Eh ben, très bien, et merci beaucoup pour Merci votre beaucoup. témoignage. Je serais ravie de participer à vos autres cafés. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Juste avant, merci, ouais. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Juste une petite réaction derrière. On est vraiment, nous, c'est ces sujets qui nous intéressent en tant que cabinet de conseil, on travaille sur ces sujets-là. C'est comment on fait cohabiter, et on ne peut pas tout jeter quand même. Cette approche d'État qui doit donner un cadre, c'est la politique, Olivier l'a rappelé, c'est quand même la santé en France, c'est un sujet, c'est une politique publique, quoi qu'on en veuille. Donc, l'État doit poser des choses, doit poser un cadre. Mais on voit bien, et cet exemple illustre, et on en voit plein, que la réponse aux besoins ne peut se faire qu'en travaillant avec le terrain. Et ce n'est pas populiste que de dire ça, mais à un moment, dans le numérique, tout outil, s'il veut être adapté, si on veut faire adhérer, il faut le construire avec l'utilisateur final. Mais non, et deux points ne sont pas contradictoires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je fais que du descendant avec des plateformes et des outils concis au national, avec un cahier des charges national qui prétend résoudre le problème des milliers ou centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le terrain, c'est illusoire. Inversement, je ne ferai pas tout avec chaque médecin les uns après les autres. Ce qu'il faut, et nous, après vous pourrez donner vos avis, mais nous, l'idée, c'est de travailler là-dessus, c'est comment je donne un minimum de cadre justement pour avoir de l'interopérabilité, garantir des droits aux citoyens, garantir un certain nombre d'éléments, mais que quand je construis ou je déploie mes solutions, je puisse être au plus près du terrain et les adapter avec les personnes et donner de la responsabilité du coup aux éditeurs et soignants pour co-construire des choses, quoi. Mais je pense que Olivier, Paul, t'as dit le bon terme, c'est que c'est un minimum de cadre qui est donné, et le problème c'est que ce cadre est utilisé tel quel, sans affiner. Et donc on se retrouve avec des cahiers des charges qui ne sont pas assez spécifiques, qui répondent pas totalement aux besoins. On le sait, on l'accepte, et en fait derrière on a un usage qui est pas parfait et qui est même au contraire. Donc, et dans d'autres secteurs, on n'aurait pas ça en fait. C'est-à-dire qu'un cahier des charges, l'éditeur répond, on ne répond pas, et hop, on avance. Il est pas pris. Enfin, et puis on n'accepte pas, on ne tolère pas un entre-deux en se disant, dans 3 ans, il pourra le faire, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Je vois une intervention intéressante de Paul Guérino. Est-ce que vous accepteriez de monter sur scène pour nous dire un peu plus? La caméra n'est pas obligatoire. Alors, Omédis apporte des réponses innovantes en matière de téléconsultation. La clé est le maillage territorial. Là, on est. C'est aussi bon. Je sais pas, pour la réflexion sur le maillage territorial, je vais reprendre rapidement derrière sur ce que disait Azeline. Il y a aussi peut-être une question de méthodologie et une mentalité qui consiste à dire de toute façon on livre n'importe quoi, et à partir du moment où ça aide, ou en tout cas ça
les praticiens se débrouilleront toujours. Donc c'est un peu cet état d'esprit qui est éventuellement à combattre. Sur les aspects de maillage territorial, nous on se pose aussi cette question-là. Clairement, ça été une discussion avec Paul, c'est sur est-ce que le maillon régional est le bon niveau de pensée. Est-ce qu'il faut pas descendre plus bas? À ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de parler de réfléchir au niveau du GHT, de réfléchir au niveau des CPTS, ou voire être plus micro, mais ça j'y crois pas 30 secondes. Mais ou alors se dire que faut vraiment casser les cadres et essayer de penser autrement. Mais là, pour le coup, on est sur une réflexion qui va nous emmener beaucoup plus loin, en tout cas pas dans le format de ce matin. En tout cas, par rapport au côté comment gérer, c'est ce que tu disais, Adeline, sur les cahiers des charges, c'est intéressant, je pense, pour les industriels, éditeurs ou startups qui veulent lancer des choses. C'est faut essayer de prendre le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire, les cahiers des charges sont pas forcément très précis, les cahiers des charges nationaux. On a un cadre et pas des choses imposées. Donc, il faut rentrer dedans, mais on peut prendre du coup la place et proposer des initiatives et proposer des choses. Et justement, je pense que les territoires, des soignants prendront toujours bien de co-construire avec une éditeur ou une start-up une solution qui réponde à leurs besoins. Charge à la start-up de garantir de rentrer dans les cases. Et puis, ces cadres, ils sont en train de bouger. Ce qui est important, c'est aussi un des messages là, de ce matin. C'est rien n'est figé complètement dans le marbre. Enfin, même l'État, là, toutes les agences qui publient ce qu'on est en train de travailler, il y a des questions qui se posent ouvertement. Justement, ce côté, ce que tu dis, Olivier, la maille territoriale, comment on fait? Enfin, c'est sur la table. On parle de comment j'urbanise le niveau régional et territorial pour coordonner. Tous les appels à projets, ils n'ont pas uniquement une vocation de donner de l'argent pour faire du projet. Ils ont vocation aussi à alimenter la politique publique. C'est quoi une solution qui marche? C'est quoi une solution qui déploie? Et aujourd'hui, on en est à des centaines d'articles 51, on en est à des dizaines de programmes nationaux, et on cherche encore la bonne solution, et donc on remet au pot pour générer des solutions nouvelles. Donc, on peut se décourager en disant on gaspille beaucoup d'argent et ça ne sort pas, mais en même temps, ça permet à tout le monde de progresser, et on a encore des fenêtres de tir pour proposer des choses, qu'on soit soignant et motivé, ou industriel ou start-upper. Je pense qu'on est en 9h53, on a un petit peu dépassé ce qu'on s'était dit, mais pour une première, on a le droit. Peut-être, Azul, reprendre un petit mot de pré-conclusion et aller vers la fin doucement pour que les gens puissent reprendre le cours de leur journée. Oui. Et de leur café. Tac. Du coup, on aura l'occasion d'aborder plus en détail les différents sujets, surtout sur la partie maillage territorial, parce que je vois que Monsieur Guerrino, a complété son propos, et c'est tout un sujet parce que c'est très dépendant des acteurs forts des différentes régions, des différents territoires et du fonctionnement. En tout cas, merci, parce que je vois qu'il y a pas mal de départs. Merci de votre participation. Notre prochain atelier sera le 12 mars autour de la prévention, et on vous enverra un compte-rendu des échanges avec des petits liens utiles. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, d'autres échanges, ou si vous voulez simplement débattre des différents sujets. Merci à tous. Merci Azul. Merci à tous. Olivier. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.